Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 5 mai 2025. Et au menu de ce FC politique, on prend la route direction tout d'abord la ville de Gland où le concept des gendarmes îlotiers a été déposé par la municipalité sous forme de préavis. Gérald Creteny, en charge de la sécurité publique, est présent sur notre plateau. Mais tout d'abord, on part à Chavannes-des-Bois où le premier référendum communal de l'histoire de cette commune a été déposé. Nous recevons le comité référendaire. Et le 18 mai prochain, les Chavanus devront répondre à une et une seule question. Acceptez-vous la décision du Conseil communal relative à la demande de crédit de 346 780 francs pour la création de 2 arrêts d'un terminus pour les transports publics? En effet, il s'agit là du premier référendum communal qui aura lieu à Chavannes-des-Bois. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 membres du comité référendaire. Mesdames, bonjour. Bonjour. Anne-Françoise Communot, vous êtes donc membre de ce comité référendaire. Bienvenue sur le plateau de FC Politique. Merci. En face de vous se trouve Sophie Bertalan, également membre de ce comité référendaire. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, le 30 avril dernier, il y avait un débat à la salle communale. On dit que Chavannes-des-Bois est partagé en 2 clans, tels les O'Hara et les Otimi, dans un album de Lucky Luke. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez pu sentir ces 2 clans lors de cette présentation à cette salle communale? Anne-Sophie Communot. Anne-Françoise. Anne-Françoise. Mais ça va. Écoutez, dire que c'est 2 clans, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais il y avait du monde, donc merci à eux d'être venus. Ils ont écouté, ils ont entendu. J'espère qu'ils ont été satisfaits. Ce n'était pas un débat simple. Maintenant, en effet, il y a des gens qui veulent absolument que les arrêts soient déplacés. Et d'autres qui disent, notamment nous, déplacer pourquoi pas, mais pas comme ça. Voilà, on va parler justement de vos arguments. Sophie Bertalan, oui. En dessous de cette question, il y a évidemment la question de la mobilité à Chavannes-des-Bois, de la mobilité publique. Est-ce que le comité référendaire est contre cette mobilité? Qu'est-ce qui dérange ce comité dans ce projet dont on va parler? Alors, on n'a jamais été contre les transports publics. On est contre un projet qui n'est pas abouti. Donc ça, il faut bien différencier. Ça fait plus de 10 ans que la commune a les transports publics et on est très content. Et si on peut augmenter la fréquentation, tant mieux, mais pas au détriment de la fluidité du trafic dans le village. D'accord. On va revenir justement sur ce projet qui a été validé en octobre 2024 par le Conseil communal. Alors, il prévoit plusieurs choses, notamment la suppression d'un arrêt TPG existant, la création d'un arrêt en face du bâtiment communal, la construction d'un trottoir et la construction d'un arrêt terminus non commercial. Voilà pour le projet. Alors, le comité référendaire je m'excuse, je vous coupe plusieurs un peu. Arguments. Il y a un autre arrêt qui est prévu encore sur la route cantonale. Vous avez en effet le premier arrêt au niveau du bâtiment communal. Vous avez un deuxième arrêt plus en direction de la sortie du village, direction Chavannes-de-Bogie. Et vous avez le terminus non commercial qui est carrément en dehors du village. Voilà, ça, ce serait donc pas un arrêt. Il est destiné à faire en sorte que les bus puissent rattraper leur horaire, voire que les chauffeurs puissent prendre quelques minutes. Tout à fait. Oui. Alors, vous avez plusieurs arguments qui s'opposent à ce projet. Ils sont normalement au nombre de 4, sauf erreur. Quels sont les principaux arguments qui vous ont donné envie de lancer ce référendum? Alors, c'est un projet qui est quand même qui va modifier toute la circulation, toute la mobilité dans le village. La population n'était pas au courant. Il n'y a eu aucune information publique qui a été faite avant cette demande de crédit de réalisation. La mise à l'enquête n'était pas finie, alors qu'on peut se dire que peut-être qu'il y aurait eu des changements à opérer. Les arrêts prévus rétrécissent la route à 3,80 m. Le trottoir va rétrécir la route à 5 mètres. Il y a 17 allers-retours de bus TPN. Il y a 63 bus TPG, ou 63 en tout avec les bus encore scolaires.
tous ces bus vont devoir naviguer, traverser le village avec un arrêt bloquant à l'entrée qui empêche tout croisement, hein, et un autre arrêt bloquant à la sortie, plus toutes les chicanes qui existent déjà. On se dit vraiment que penser comme ça, la circulation va être extrêmement compliquée. Alors qu'il y a d'autres moyens, d'autres possibilités d'organiser des arrêts de bus. Même sur cette route cantonale, il y a d'autres moyens sans pour autant que ce soit complètement bloqué et demander une circulation alternée même quand il n'y a que 2 voitures. Voilà, alors imaginez le croisement avec un bus quand la route est à 3,80 m ou à 5 mètres. C'est extrêmement compliqué. Alors justement, hein, vous parlez notamment du fait de bloquer la circulation. Oui. C'est un des arguments de la municipalité d'introduire quelque part, on va dire, des chicanes mobiles oui. Qui permettraient ou qui décourageraient plutôt le trafic frontalier aux heures de pointe. Alors, Sophie Bertalan, pour vous, c'est une mauvaise idée d'essayer de juguler ce trafic à l'intérieur de la commune de Chavannes-des-Bois. Alors, il faut bien comprendre que Chavannes-des-Bois, elle n'a qu'une seule route qui traverse le village. Donc, empêcher les frontaliers de passer par Chavannes-des-Bois, c'est utopique. On voit bien que du côté de Divonne, c'est déjà bouché plus que raisonnablement. Donc forcément, ils vont passer par chez nous. Maintenant, mettre des chicanes, ça va paralyser tout le trafic. Le risque qu'on prend, c'est que tous ces véhicules, à un moment donné, ils vont passer par les petites routes à travers le village. On connaît tous les applications Waze et compagnie qui vous fait aller sur le chemin le plus court. Et ça, les gens vont le suivre, ils vont aller dans les petits chemins chez nous. Il n'y a pas de miracle. D'accord, donc vous craignez en fait un report du trafic sur les petits chemins de la commune au détriment de l'artère principale qui traverse le village. Oui, et puis essayer de ralentir le trafic est une chose, l'arrêter c'est autre chose. Parce que là, ce qu'ils proposent, c'est vraiment arrêter le trafic. C'est-à-dire qu'on ne croise plus. Donc à un moment donné, quand il y a un flux de véhicules qui va passer, vous le dites bien, tous les frontaliers y passent, ils viennent par paquet de 20 voitures, 30 voitures mis bout à bout, ça s'arrête. Et en face, les gens ne pourront pas revenir en face. D'accord, mais un arrêt de transport public, finalement, le temps d'arrêt d'environ une trentaine de secondes, est-ce que pour vous, c'est vraiment bloquer complètement la circulation au sein de Chavannes ? Alors ça, c'est 30 secondes quand il y a le bus, que tout se passe bien, que des fois, il met plus de temps pour charger les gens. Et ce n'est pas que quand il y a le bus qui est là, c'est tout le temps que ça va être alterné. Donc tout le temps, c'est à n'importe quelle heure de la journée. Donc constamment, dès qu'il y a du trafic, ça va arrêter le trafic. Anne-Françoise Comino, vous voulez rajouter quelque chose à ces arguments ? Oui. Il est prévu donc 2 arrêts. Vous avez un bus qui va arriver avec sa file de voitures derrière. Hein. Il va faire un premier arrêt, 30 secondes ou plus, ça dépend du nombre de personnes. Les voitures, et donc les voitures qui viennent en face ne peuvent pas circuler. Il va continuer le village et aller toujours avec la file de voitures qui va s'allonger. Hein, et il va arriver à l'autre arrêt de bus, celui où en fait, à 3,80 m, une fois que le bus est arrêté, c'est l'arrêt complet. Vous avez la file de voitures qui s'est agrandie derrière le bus, la file de voitures qui est venue en face. Avec un peu de chance, la voiture d'en face, elle est tellement près que le bus ne peut pas repartir. Ça va être compliqué. Ensuite, il va faire son terminus et il revient, il refait le même passage. Il rebloque la circulation, il continue le chemin sur Chavannes, dans la route de Chavannes, avec la file de voitures qui est derrière lui, et il va s'arrêter une deuxième fois à l'arrêt sortant qui bloque de nouveau tout. En fait, on a 2 goulets d'étranglement à chaque extrémité du village. Mais des goulets où, en fait, c'est une voiture à la fois. Donc vous redoutez finalement la congestion de votre commune. Oui. Et il y a également le coût élevé de ce projet. Vous dites 346 780 francs, oui. Un coût élevé pour un projet incomplet. Expliquez-nous ça. Alors le projet, il concerne uniquement les bus TPG. À l'arrêt terminus actuel, vous avez aussi le bus TPN qui vient. Le TPN, pour l'instant, il n'est pas compris dans le projet. On ne sait pas où il va tourner. Et il reste là où il est, à l'heure actuelle. Exactement. Il reste là où il est. Dans le projet, il n'y a exactement aucun abribus qui est considéré, qui a été pris en compte.
Les gens seront donc les écoliers qui vont aller à l'école, les personnes qui vont aller travailler le matin, qui utilisent les transports publics comme moyen de transport, seront à la pluie, au vent, à la bise, et on est dans un couloir de bise bien noir. Nous, nous trouvons ça pas très respectueux. Mais quand on regarde le prix de l'abribus à Nyon, là, en ce moment, il coûte 44 000 francs, l'abribus. On a 4 arrêts, ça fait 4 fois 44 000 francs à rajouter. Plus après, envisager quelque chose avec les TPN. Mais on ne sait pas quoi. Ça va aussi coûter. Bon, on a appris mercredi qu'apparemment, il faudrait rajouter 110 000 francs pour faire le demi-tour du TPN. Donc on arrive à un demi-million, mais on n'a toujours pas nos abribus à peu près. Et selon vous, votre commune ne peut pas se permettre de faire le pas et de débloquer ce demi-million de francs pour mettre aux normes, finalement, ces arrêts de bus? Ah, là, c'est pas aux normes. Là. On n'est pas dans la commission des finances ou autre, on n'est pas municipal en charge des finances, ça c'est sûr. Par contre, cet argent, il va falloir le dépenser. La commune est déjà bien endettée, donc on va augmenter la dette, on va devoir emprunter, parce que l'argent, il va bien falloir le sortir. Donc, dire qu'il y a un fonds qui va financer ça, c'est pas tout à fait correct. L'amortissement va être pris en compte dans cette ligne budgétaire, mais l'argent, réellement, il va falloir le sortir, ce qui est une grosse somme. Et avec tout ça, l'urgence de déplacer les bus était qu'il fallait refaire le chemin Jules Coindet, là où il y a les bus actuellement, et ça, c'est pas à l'ordre du jour dans ce projet. Donc ça aussi, il va falloir le chiffrer, et il n'est pas dedans. D'accord. Pourtant, le Conseil communal a accepté par 18 voix pour, 12 contre et 2 abstentions, dont évidemment les membres de la commission qui ont voté pour. Le préavis communal, le rapport de commission sauf erreur de la COFIN était favorable à ce projet. Peut-être que financièrement parlant, en effet, c'était envisageable. Ça ne veut pas dire que le projet est bon. D'accord. Mais pourtant, le Conseil communal a accepté ce projet. Une voix de plus que la majorité. On ne va pas dire que c'est un bon consensus. Tout le monde n'était pas OK avec ce projet. D'accord. On dit aussi, alors, si l'on écoute vos opposants, ils résument votre position à dire pas d'arrêt de bus devant chez moi, pas d'arrêt de bus devant ma résidence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors non, c'est un principe de mobilité pour tout le village. Ah oui. Donc le projet, il concerne tout le village. Donc il faut un consensus qui fonctionne pour tout le monde. On a beau regarder les plans dans tous les sens. Aujourd'hui, il nous semble que toutes les possibilités n'ont pas été étudiées. Et ça, c'est un gros manque à notre avis. Alors justement, ces possibilités qui n'auraient pas été étudiées, ce sont lesquelles, par exemple? Alors, tout simplement, déjà, mettre les arrêts comme ils le pensaient, mais déjà surchaussés. Ça aurait permis déjà que ceux qui viennent en sens inverse ne soient pas arrêtés. Ça garde une certaine fluidité du trafic, déjà. Voilà, exactement. D'accord. L'autre possibilité, il y a aussi, à l'autre bout du village, il y a aussi déjà un trottoir qui existe. Il n'a pas été envisagé. Vu qu'on met à un bout du village, pourquoi pas le mettre à l'autre bout du village, vu qu'apparemment, au milieu, ça ne conviendrait pas à la municipalité. L'autre possibilité, c'est de maintenir aussi là où il est, et puis de réaménager pour répondre aux normes. Il y a possibilité de faire mieux. D'accord. Le 30 avril dernier, je reviens sur cette séance au Conseil communal, des experts en mobilité, des ingénieurs, sauf erreur, sont venus justement dire que toutes les options avaient été étudiées, preuve à l'appui. Est-ce vrai, Anne-Françoise Comino? Alors, quand il y a eu le préavis, toutes les options n'avaient pas été étudiées. Et c'était d'ailleurs un des problèmes qu'on avait soulevé depuis le début en disant « mais c'est bien joli de demander un projet contraignant et puis bloquant à l'ingénieur, mais il y avait d'autres options qui, à ce moment-là, n'avaient pas été étudiées. » Et c'était un des problèmes de la commission d'urbanisme, c'était de dire « envisageons autre chose ». Ça ne veut pas dire que tout doit se faire, mais envisageons autre chose. Des études ont été faites apparemment après, on nous en a présenté quelques-unes à la séance du débat. C'est après, nous, on a posé notre référendum avec ce qu'on avait à ce moment-là. C'était il y a 6 mois déjà. Alors que les études aient été faites après, quelque part, tant mieux. Mais ce n'était pas le sujet
du référendum ni du préavis. Au moment du préavis, ces études n'avaient pas été faites. D'accord. Et désormais, maintenant que ces études ont été faites, est-ce que ça vous conforte dans votre choix de lancer un référendum, ou est-ce que finalement, à la vue de ces études, vous vous dites que le projet n'est pas si mauvais? Le projet actuel? Oui. Il est toujours mauvais. Il est toujours mauvais. Il est toujours mauvais. On peut mettre tous les ingénieurs qu'on veut, on peut répondre à toutes les normes. Quand un projet il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Si il ne devait y avoir qu'un seul argument pour convaincre les chamanus de glisser un bon... Excuse. Pardon? Chavanus, c'est mieux. Les chavanus, oui. Oui, c'est ça. De s'élever contre ce projet, ce serait lequel, Sophie Bertalan? C'est que la commune de Chavannes-des-Bois mérite mieux. Donc mieux. il faut voter non. Il faut voter non. Et pour vous, Anne-Françoise Comino? En effet, le non, voter non, ça ne veut pas dire refuser les transports publics, comme c'est dit. C'est juste donner l'opportunité de réfléchir à un projet qui est moins contraignant, moins bloquant la circulation. Je comprends que des riverains aient envie que les arrêts soient déplacés, mais uniquement les déplacer, ça fait que déplacer des nuisances. Bloquer toute la circulation dans Chavannes-des-Bois, ça va faire vraiment d'autres nuisances, alors qu'on pourrait en effet étudier d'autres projets, mais les étudier sérieusement. On se dire, ça c'est possible, ah ça pas vraiment. Étudier vraiment tous les cas envisageables. C'est ça qu'on demande. En votant non, on demande d'envisager tous les cas possibles. Et ben voilà pour ce référendum à Chavannes-des-Bois qui aura lieu le 18 mai prochain. J'ai une dernière question. Oui. Il y a une autre rumeur qui court dans votre commune qui dit que si vous opposez finalement à ce projet, c'est que 2026 est bientôt là et que vous seriez peut-être prête, vous, à vous lancer en vue des prochaines élections. Est-ce vrai? C'est intéressant cette rumeur. Ça, c'est non, une nouvelle info. Non, même pas en rêve. Pas de visée politique? Aucune. Aucunement, non. D'accord. Vous êtes toutes les deux membres du conseil communal? Oui, c'est largement suffisant. D'accord. La prochaine séance aura lieu quand? Aucune idée. Au mois de juin, je crois. Au mois de juin. Et ben voilà, Anne-Sophie Comino, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de FC Politique. Sophie Bertalan, merci également. Je rappelle que vous êtes toutes deux membres du comité référendaire en vue de ce référendum communal qui aura lieu le 18 mai prochain à Chavannes-des-Bois. Gérald Cretonny, bonjour. Bonjour. Allez, ça y est, il va enfin être déposé, ce fameux préavis qui instaure le concept de gendarme îletier affecté exclusivement au territoire communal de la ville de Gland. Il était attendu dans un contexte émotionnel. Quel est l'objectif de ce préavis ? Alors, l'objectif de ce préavis répond finalement à quelques attentes. Il répond d'abord à une question toute simple qui est quelle est la densité finalement de policiers que nous avons à Gland vis-à-vis d'une population qui augmente. La deuxième chose, c'est que nous observons depuis quelques courtes années, 2022 environ, une augmentation de la criminalité. Alors, criminalité, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par criminalité, mais enfin les vols, les infractions, etc. Les atteintes au patrimoine. Les atteintes au patrimoine, et qui touchent finalement l'ensemble de la côte vaudoise, voire même plus. Mais pour Gland, c'est vraiment un questionnement, et puis on a décidé de effectivement répondre à ça, densifier la police à Gland, en accord avec la gendarmerie qui nous a proposé cet outil qui est très intéressant. Voilà, vous l'aviez déjà dévoilé. Alors, on va passer justement sur cette étude de cette situation sécuritaire, 17 pages dans ce préavis, avec notamment des tableaux très attendus, celui des atteintes au patrimoine et de leur évolution. Alors, sur la ville de Gland, vous avez étudié la période allant de 2018 à 2024. On constate que ces atteintes au patrimoine, et je vais en donner la définition, ont presque doublé, passant de 424 atteintes à 740. Et je donne cette fameuse définition. Les atteintes au patrimoine incluent l'ensemble des infractions suivantes: abus de confiance, vol de véhicule, brigandage, dommage à la propriété sans vol, dommage à la propriété lors de vol, escroquerie, extorsion, chantage et recel. Ce doublement des infractions, vous l'expliquez un contexte?
Alors, je crois que le contexte est un contexte un peu sociétal, pour une partie en tout cas importante, dans le sens qu'on avait plutôt assisté d'ailleurs à une baisse des infractions pendant le Covid, et ensuite une remontée qui s'explique en particulier par, d'une part, on rattrape quelque part les villes, la situation des villes de plus de 10 000 habitants de manière moyenne. C'est quelque chose où on a eu de la chance jusqu'à maintenant. On a eu cette chance, enfin, jusque dans les années 2021-22. D'être un peu oublié, finalement, de ces brigandages. Hein. En tout cas, pour une partie d'entre eux, d'être relativement préservé. Maintenant, on a rejoint finalement ce peloton des communes de plus de 10 000 habitants. Et puis, on a cette augmentation de population en même temps qui vient. Les dommages que l'on observe sont souvent des dommages sériels. Donc, ça veut dire qu'ils se font en série, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres localités. On a des espèces d'équipes de malfrats qui font ces effractions tout au long de la côte. Et là, manifestement, on est plus préservé, je dirais, à ce niveau. Voilà. Hein. Pour conclure sur ces chiffres, il y a notamment un tableau qui compare la ville de Nyon et de Gland. Alors, sur la période 2024, les atteintes au patrimoine à Nyon sont 2314 contre 619 à Gland. Nyon compte un peu plus de la moitié de la population, enfin du double plutôt de la population glandoise. On peut dire qu'on est dans une proportion juste. Ça rejoint vos propos. On est à peu près dans le même tir. Ouais. Alors, vous avez étudié plusieurs options pour élaborer ce concept de gendarme îlotier. 3 options en tout, dont le renforcement des ASP. Mais là, se pose évidemment le problème de recrutement et du fait que ce ne sont pas des policiers. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Mais vous avez du mal à recruter. Le problème, c'est pas le recrutement, et c'est en plus pour finalement des infractions légères qui ressortent du règlement général de police. Le problème au niveau de la criminalité, c'est que les ASP ne sont pas des gendarmes, c'est des personnes qui ont une formation totalement différente et qui fait qu'elles n'ont pas ces compétences-là. Mais il y a quand même un manque d'attrait de la fonction, vous avez du mal à revoir. Oui, mais ça c'est un autre sujet. Ils partent souvent, enfin il y a un gros turnover. Bon, là actuellement on a les équipes qu'il faut, on a juste peut-être un petit manque parce qu'on a des personnes qui sont aussi en formation, mais l'équipe est reformée. Le problème c'est beaucoup plus la question à qui on adresse finalement les questions sécuritaires que nous avons. Et là, on n'a pas le choix. C'est à des gendarmes ou à des policiers qui sont formés pour cela, donc à une entité qui peut nous servir vis-à-vis de ça. Voilà. Et il y a 2 choix. Hein. C'est soit la PNR, soit la police cantonale. Eh bien justement, la PNR, j'allais en parler. Alors pour vous, les 2 principaux points qui ne vous convainquent pas, on va le dire comme ça, c'est d'une part un problème de compétences, peut-être de relais, notamment en termes de police judiciaire et d'affectation territoriale, c'est-à-dire que ces ces policiers de la PNR, pardon pour le lapsus, ne sont pas uniquement affectés au territoire de la commune de Gland. Alors effectivement, il y a même encore un 3e élément qui effectivement ne nous convainc pas non plus. C'est vrai que la ville de Gland souhaite avoir un partenaire avec qui elle peut discuter. Nous estimons que, alors vous m'excuserez de traiter les 2 choses à la fois, mais nous estimons que ce que nous propose la police cantonale répond mieux à nos attentes. En prenant en considération véritablement ce que la ville de Gland a besoin. Nous avons aussi, du côté de la police cantonale, une expérience qui maintenant remonte à 2008. Hein, c'était le 29 mai 2008 qu'on a signé le premier contrat de prestation, donc qui nous a amenés jusqu'à maintenant avec la police cantonale.
Et la problématique, c'était d'avoir une vision plus de proximité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est approché de la PNR, parce qu'on reconnaît qu'elle a une il y a quand même vision des de police de proximité. Non, mais il y a des qualités dans la PNR. On n'est pas du tout en train, on ne se fait pas une guerre des polices. Hein, d'accord, ok. La PNR a tout à fait ses qualités. En termes de gouvernance, c'est vrai que par rapport à une entité intercommunale, parce que ce n'est pas Nyon, c'est une entité intercommunale, et cette entité intercommunale fait que les voies qui sont pour les... Parce qu'actuellement, la PNR est occupée par Cran, constituée de Cran, Prangin et Nyon, et que les voies de Cran, Prangin et de Glon, si Glon faisait partie de la PNR... En fait, ça diluerait votre autorité. Ça ne la diluerait pas seulement, ça veut dire juste qu'on n'arrive pas au quorum par rapport aux voies de Nyon. Ce qui veut dire que finalement, Nyon peut faire la pluie et le beau temps. Alors, je ne pense pas que Nyon ait une volonté de ne pas tenir compte des entités qui composent cette PNR, mais d'une autre manière, je dirais que c'est pas très agréable. On ne sait pas comment les gens... C'est pas vraiment notre police. On ne sait pas quelles personnes seront là dans 7, 8, 10 ans. Donc, pour nous, ça pose quand même une question. Assurer la pérennité. Quid de la vidéosurveillance? C'est une option qui n'a pas été étudiée dans votre préavis? Non, et nous ne l'étudions pas maintenant. En fait, la chose est simple. On attend que le concept d'îlotier qu'on souhaite mettre en place ici soit installé, soit efficace, et pour le rediscuter avec la police cantonale pour voir quels sont quel est l'intérêt de mettre actuellement une des caméras, on ne sait pas. Vous suivez ce qui se passe à Vevey avec cette rupture de collégialité entre le syndic de Vevey et sa municipalité, justement au sujet des caméras de vidéosurveillance plébiscitées par le Conseil, qui vont passer en votation prochainement et dont le syndic dit qu'il s'agit d'engager des moyens disproportionnés pour une mesure inefficace. Vous êtes d'accord avec lui sur ces caméras? Je ne suis pas complètement d'accord sur l'inefficacité. Je dirais que pour moi, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est effectivement, est-ce qu'on est dans la disproportion ou pas, mais pas concernant l'efficacité, mais concernant la question de ce qu'on appelle un peu le flicage de la population. Voilà. Je dirais que c'est plus à ce niveau-là qu'il faut se poser la question, mais pour le reste, non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Revenons à cette solution retenue, ces 3 gendarmes îlotiers. Alors, ils doivent permettre une présence continue d'au moins 2 gendarmes îlotiers sur le territoire, tout en tenant compte des jours de service de ces derniers. 2, pourquoi pas 4 ? Enfin, 3, pourquoi pas 4 ? Alors, bien sûr, on peut toujours rajouter du monde. Oui, mais en fonction des congés, il y aura en permanence seul îlotier en permanence, 2 îlotiers. Comment vous prévoyez ça? On arrive sur une moyenne des utilisations. On n'a pas fait le calcul jour après jour, etc. La question simplement qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'on va directement à 4 ou 5, mais sans savoir si 3, c'est suffisamment efficace. Et ça serait dommage. Donc, on a envie de tester le 3 îlotiers et puis on fera nos expériences. Alors, on imagine bien que c'est une question de coût, on va y revenir. Mais juste avant, évidemment, ils vont être intégrés dans ce fameux groupe de sécurité publique qui regroupe notamment les travailleurs sociaux de proximité. C'est ça, hein, et puis les patrouilleurs, etc., tout ce qui contribue au bien-être de la population. Est-ce que vous n'avez pas peur que les travailleurs sociaux de proximité, justement avec cette proximité de la police cantonale, soient vus comme des indices de la part des gens qui suivent? Alors, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Dans l'ensemble, quasiment, je ne suis pas sûr qu'il y ait une commune qui puisse dire le contraire, mais je pense que dans l'ensemble des communes, il y a à travers toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans les questions sécuritaires, et les travailleurs sociaux de proximité en sont aussi, puisqu'ils doivent établir ce contact. Mais à ce niveau-là, c'est clair qu'il y a des échanges. Ça ne veut pas dire non plus que des noms circulent, par exemple, par des personnes et des choses. La délation, on doit faire extrêmement attention suivant le rôle qu'ont chaque entité, finalement, chaque personne. Donc on relaye les choses, mais
Voilà. En respectant la confidentialité, c'est ça. Voilà. Et puis, principe. Il y a un autre élément aussi. Quand on parle des patrouilleuses, par exemple, c'est clair que les patrouilleuses, peut-être que ça fait bizarre d'imaginer qu'elles font partie de la sécurité, mais c'est ce qui ressortait de l'étude que nous avons faite en 2021, où la population, et on y ajoutait même d'autres entités, hein. On n'a pas cité, par exemple, les personnes qui travaillent pour la voirie, qui sont régulièrement en ville et puis qui sont chacun finalement des membres de l'administration communale, mais sur le terrain. Et c'est plutôt cette vision-là que nous avons, c'est de dire que finalement, les membres de l'administration qui travaillent sur le terrain, qui ont des travaux, c'est des gens au contact de la population. Au contact avec la population, c'est des gens qui sont perçus comme apaisants au niveau sécuritaire. Donc c'est également dans ce cadre-là. Ils sont les yeux et les oreilles de la commune, mais pas de la police. Si, c'est ça? Non, ça peut être aussi. Mais c'est la. Alors, vous avez. Je ne sais pas si vous vouliez l'aborder, mais nous avons un bureau opérationnel qui va se réunir chaque mois pour effectivement fixer un petit peu les objectifs de chacun, en particulier de la gendarmerie. C'est clair que s'il y avait des choses qui pouvaient mettre en danger véritablement la sécurité du citoyen, eh bien, c'est notre devoir de les aborder. Je vous rappelle juste qu'on prête serment par rapport à cela et que nous avons le devoir de les aborder. C'est cela. Le coût, parlons-en. La ville de Gland peut-elle se permettre cette dépense en sachant que le coût complet d'un gendarme îlotier, c'est 254 800 francs. Le total pour ces 3 EPT, c'est 764 400 francs annuels. Écoutez, au moment où vous abordez la question du coût, automatiquement, vous devez faire des comparaisons quand on dit est-ce qu'on peut se le permettre ou pas. Alors, je pense qu'en tant que commune délégatrice, nous avons encore une marge par rapport à se retrouver dans la situation d'une police intercommunale. Nous avions une police jusqu'en 2008. Ça vous coûtera moins cher en point d'impôt, en gros, c'est ça? Donc, en gros, finalement, on est encore, au niveau financier, on arrive gentiment à peu près au même résultat. D'accord, avec plus Avec, je le répète encore une fois. De quoi? Je répète encore une fois. Nous, ça fait maintenant 17 ans qu'on travaille avec la gendarmerie. On a établi des excellents contacts. On est content de ce qui se passe. On est simplement... on se rend compte qu'il y a des aspects sur lesquels on doit renforcer. On n'avait pas ces outils avant. Maintenant, puisqu'on est la deuxième commune qui aura ces îlotiers, maintenant la police cantonale a travaillé sur ces questions. Ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement quelque chose qui devait être comblé et on a cette possibilité de mettre des îlotiers. Pour nous, ça nous convient. Ça nous permet de répondre véritablement au manque qu'il y avait. Vous êtes une commune pilote, on peut le dire, hein, mais est-ce que, quelque part, c'est pas dire aussi les communes riches vont pouvoir se payer de la sécurité, les communes pauvres ne pourront pas se payer cette sécurité? Alors, je ne connais pas la situation de toutes les communes. Voilà, tout le monde peut pas mettre un million. Mais il faut remettre encore une fois les choses en perspective. Si vous faites partie, si vous faites partie d'une police intercommunale, vous avez automatiquement des chiffres qui seront plus élevés. Hein, ça, c'est logique. Vous payez l'entier, finalement, du paquet. En tant que commune délégatrice, c'est clair qu'il y a un pas à faire si on veut le faire. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, au niveau de la sécurité, c'est un choix de savoir si on met la priorité sur la sécurité ou pas. Voilà, Gérald Cretonny, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle que votre préavis va être déposé à la prochaine séance du Conseil communal de Gland, ce jeudi 8 mai, et que si ce préavis est accepté, la mise en œuvre opérationnelle devrait intervenir en janvier 2026. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de FC Politique. Merci à vous. Voilà, c'était FC Politique. Rendez-vous mardi prochain pour plus de sport et plus de politique. Alors, à mardi.